Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes dans le cadre du Digital Boost Programme de GreenTech Capital Africa Foundation. Nous avons une mission ultime qui est d'accélérer digitalement la croissance des paiements africains. Cet atelier et tous les autres s'inscrivent dans la dynamique d'appuyer ces paiements sur des expertises différentes qui concourent à la réussite d'une entreprise. Avant tout propos, nous remercions l'auditoire qui est là avec nous et qui va se connecter au fur et à mesure de répondre présent à l'appel de nos téléconférences. Pratiquement chaque soir, ils s'arrangent avec leur agenda pour répondre présent. C'est un signe d'intérêt et de confiance dont on est reconnaissant. Nous remercions aussi notre panéliste qui a bien voulu libérer de son temps pour être avec nous, pour animer un thème, un sujet d'une importance capitale, parce que vous le savez tous, beaucoup d'entreprises ferment ou peinent à se développer à cause de l'accès au financement. Beaucoup d'entrepreneurs ou porteurs de projets rangent de bons projets dans les tiroirs à cause faute d'un appui financier. Voilà. Sous ce rapport, nous recevons aujourd'hui Pierre Sadio, responsable à la Société Générale qui capitalise 22 années d'expérience pour animer le thème financement des paiements par les banques. Alors, tout au long de ce partage d'expérience, il s'agira, entre autres, d'expliquer le process, le process pour obtenir un financement, comment monter un dossier efficace, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les bonnes pratiques, parler des taux, du remboursement, de tout. Bref, le financement sous l'œil d'une banque. Et je tiens à souligner que l'intervenant tient à ce que cet atelier soit le plus interactif possible. Du coup, il privilégie les questions-réponses au lieu de présenter. Du coup, vous pouvez poser vos questions dans la section Q&R ou bien appuyer sur l'icône lever la main et ce sera avec plaisir que j'activerai votre micro pour vous permettre d'interagir avec Pierre, que ce soit pour donner un avis, une contribution, ou bien pour parler d'un dossier concret de financement qui bloque quelque part. Pierre, je vous laisse vous présenter et dérouler. Nous sommes très excités. Enchanté. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à chacun des chefs d'entreprise, chacune des personnes qui s'est connectée. Merci à vous qui me donnez l'occasion d'échanger mon expérience. Je tiens à dire modestement que je mets à disposition ce que j'ai pratiqué pendant quelques années en ma qualité de directeur de crédit, justement pour permettre à ce que cette frange du développement au niveau du Sénégal et probablement dans d'autres pays puisse bénéficier de cela pour qu'on essaye chacun de mettre sa pierre. Alors, je m'appelle Pierre Sadio, je suis un pur produit bancaire. J'ai démarré avec la banque et j'y suis encore jusque-là, environ 22 ans de banque, en ayant un profil un peu plus varié, sorti de l'IAM, avec un diplôme d'administration des affaires. Je commence d'abord par les fonctions support, en étant un logisticien, un patron de logistique qui a géré dans des banques de la place. Toute la partie animation du service général et de l'immobilier et l'ensemble des filières qui tournent autour du patrimoine, donc du patrimoine mobilier, immobilier.
Ensuite, j'ai migré un peu sur des postes qui sont plus organisationnels en étant architecte organisationnel pour revoir et revisiter l'ensemble des organisations, l'ensemble de l'organisation de la structure et y apporter des optimisations, aussi bien en termes de structure qu'en termes RH. Et puis, je me suis essayé à la RH, donc en étant le directeur des ressources humaines donc de la banque. Et une fois que j'ai passé ce cap, j'ai commencé à réfléchir un peu à comment je me reconvertis. Et c'est là que je commence mon aventure avec le commercial, en ayant une équipe, donc en étant directeur des entreprises et en ayant une équipe de conseillers grand public, de conseillers grandes entreprises et de conseillers PME que je pilotais avant de prendre la direction des particuliers et des professionnels. Les professionnels étant des PME, mais dans le sens plus très petite entreprise, pour venir après regarder tous les aspects ou développer les aspects de monnaie électronique pour le compte de la Société Générale. Alors, modestement, je viens pour partager avec vous un peu vos préoccupations, à savoir comment est-ce que je pourrais accéder à un financement auprès des banques en ma qualité de PME. Alors, je voudrais bien que, et c'est pour ça d'ailleurs que délibérément, je n'ai rien préparé de théorique, parce que je voudrais que ce soit vraiment pratico-pratique, donc vraiment terrain, vraiment toucher du doigt les problématiques que vous pouvez avoir dans l'interaction que vous avez avec les institutions financières, pour parler globalement de l'acteur, l'acteur principal des finances. Alors, je ne reviendrai pas un peu sur le contexte de ce que peut représenter la PME, notamment au Sénégal, donc avec un tissu qui représente la majorité de l'économie, qui représente à peu près 99% de cette économie-là, avec des pourcentages de participation du chiffre d'affaires du PIB qui sont quand même qui sont à 2 chiffres. Et je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, voir un peu sur quel pied on peut danser en venant avec un projet. Alors, j'aime à dire qu'un projet, il est projet tant que ça reste dans le cœur de l'entrepreneur et ça reste une idée. Dès lors qu'on envisage de le mettre en œuvre, ce n'est plus un projet. Il devient en fait tout autre chose. Et il faut que ce soit quelque chose qui puisse être facilement communicable. Alors, communicable, ça veut dire simplement, vous avez, quand vous venez donc dans les institutions financières pour chercher un financement, de prime abord, vous avez la première fenêtre que constituent les gestionnaires que vous rencontrez. Ces gestionnaires-là qui sont là, ce sont les premiers maillons donc de cette grande chaîne du financement. Alors, ce premier maillon-là, il faut qu'il soit convaincu, au même titre que vous êtes vous-même convaincu de ce que vous avez appelé projet et que vous venez justement pour vous faire financer. Il faut que ce gestionnaire-là soit convaincu. Parce que moi, de ma centrale, quand je vais recevoir votre dossier après avoir fait plusieurs itinérances, j'ai besoin d'être moi-même convaincu, mais je ne vous appellerai jamais. Je ne vous appellerai jamais pour vous dire, pour vous demander en fait de quoi ça retourne et quel est le fondement de ce que vous me présentez, de ce que vous voulez financer. Il faut savoir que dans la tête du banquier, il y a plusieurs choses qui tournent. Moi, je ne suis pas vendeur je suis pas vendeur de garanties, je ne suis pas vendeur de choses qu'on a et qu'on met en face d'un projet. Moi, je suis vendeur d'argent. Donc, je vends de l'argent et c'est comme ça qu'on me définit. Je n'ai aucun intérêt à ne pas financer un projet, sauf quand j'estime que le projet n'est pas suffisamment causé, le projet n'a pas suffisamment ne génère pas suffisamment de revenus pour pouvoir me rembourser. Parce que l'idée, à la fin de la journée,
c'est qu'on ait la capacité de rembourser. Et c'est ça que cherche le banquier. Le banquier, c'est de voir dans votre projet, est-ce que vous avez la capacité de rembourser ce que vous avez pris? Parce qu'il le prend de quelqu'un. Il prend cet argent de quelqu'un. Il n'a pas dans ses sous-sols une machine qui produit de l'argent et qui le met à la disposition de ceux qu'ils veulent. Non, il le prend de quelqu'un et c'est l'épargne de Sénégalais comme nous qu'il constitue, qu'il prend et que la Banque centrale l'oblige à payer, donc à 3,5 enfin, c'est le taux du moment, jusqu'à 10 millions quand il l'avait dans le compte, quand tu l'as dans le compte tous les trimestres, tous les ans, la banque te donne tes intérêts. Fine. Donc, il le prend de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là peut reprendre son argent à tout moment. Donc, il a besoin d'être assuré que ce qu'il va prêter, eh ben, ce sera remboursé. C'est son seul souci. Après, pour des questions prudentielles, etc., on peut se dire, bon, OK, il y a une garantie derrière qu'il faut qu'on prenne. La garantie, c'est pour mettre ceinture et bretelles, mais ce n'est pas le fondement de ce qui fait que la banque va prêter. Ce qui fait que la banque va prêter, c'est d'abord un projet, comme on dit, viable. Le projet viable, c'est un projet réfléchi, qui a un sens, qui est causé et qui tourne autour d'une filière qui intéresse un marché. Alors, généralement, quand on est PME, on a la lecture du marché, mais quand on présente son dossier, le marché, on le met un peu de côté. Le gestionnaire qui est en face de vous n'est pas un expert de la filière que vous avez, que vous prenez. Le gestionnaire qui est en face de vous a besoin d'avoir les mêmes convictions que vous avez. Le gestionnaire que vous avez en face de vous n'a pas les compétences probablement que vous avez, techniques que vous avez. Il absorbe juste un dossier et il a besoin que vous puissiez lui causer ce dossier-là et qu'il le comprenne autant que vous le comprenez. Qu'il s'imprègne autant que vous pouvez vous imprégner. Et qu'il puisse, à la limite, parler de ce dossier-là comme vous pouvez en parler. Donc, en général, les gestionnaires reçoivent un dossier, je vais être financé, etc. Voici mon projet et on lui remet un document qui peut faire 40 pages comme un document qui peut faire 287 pages. Il va le survoler parce que aussi il a d'autres charges. Il va le survoler. Mais je pense qu'il faut, dans un premier temps, lui expliquer les fondements, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, quelle est la vision, quelle est cette vision à court terme, moyen terme et long terme pour qu'il s'en imprègne. Parce que moi, quand je vais poser des questions sur un dossier que je reçois, je le pose au gestionnaire. Et le gestionnaire, moi, je sais faire la différence entre un gestionnaire qui me répond et un expert métier qui me répond. Quand on fait de l'agrobusiness et qu'on amène un dossier, c'est vrai, le gestionnaire que vous avez en face, il n'a pas fait d'agrobusiness, il ne sait pas de quoi on parle, il va absorber un projet, il va essayer de le comprendre. Finalement, il l'a compris, mais il ne l'a pas absorbé comme vous l'avez absorbé. Donc, il est important que vous ayez cette partie entretien. Donc, quand vous allez vers la banque et que vous sollicitez un entretien, prenez le temps simplement de préparer les éléments qui font que vous allez pouvoir présenter votre projet. Et prenez le temps de le faire, peut-être une fois, vous le rencontrez, 2 fois, vous le rencontrez, 3 fois, vous le rencontrez, pour bien vous rendre compte, vous, que ce que vous avez acquis en termes de connaissances et en termes de perception de ce projet-là, celui qui est en face de vous, qui va le défendre pour vous, l'a perçu. Après, sur les aspects techniques, etc., il peut revenir vers vous pour vous poser un certain nombre de questions. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il peut présenter un dossier causé, parce qu'il a des éléments et il sait comment il va l'opposer à sa hiérarchie, parce que lui-même y croit et que vous lui avez permis de croire à ce dossier-là. Sinon, c'est peine perdue. Sinon, c'est un facteur. C'est un facteur, il prend un dossier, il l'a à peu près compris, il l'a à peu près conçu et puis il le fait passer. Donc, retenons qu'il y a un facteur information, communication qu'il va falloir travailler en fait avec le gestionnaire qui va le présenter. Après, ça suit son cours et ça arrive chez nous. Alors, il y a des gens qui sont frontales, donc une personne frontale qui s'appelle le gestionnaire et toute sa hiérarchie. Et il y a des gens qui sont dans l'ombre. Donc, il y a en fait tout un comité qui est là pour ce dossier-là.
Ça veut dire que celui que vous avez rencontré et à qui vous avez parlé, à qui vous avez communiqué, vous avez donné l'envie de présenter ce dossier-là, il va falloir qu'il le retranscrive à des gens qui ne vous ont pas rencontrés, qu'il transmette ce que vous lui avez transmis à des gens qui vous rencontreront jamais et qui sont partie intégrante de la décision à prendre sur un dossier. Donc, s'il l'a mal expliqué, s'il n'a pas bien compris, s'il a posé des mots qu'il prend ou très peu ou pas assez, s'il a en fait analysé de façon financière donc ce que vous lui avez donné et que c'est mal analysé, ou en tout cas il y a des choses oubliées, ben, ces hommes et ces femmes qui sont dans l'ombre et qui analysent au même titre que ceux qui sont au front, eh ben, ils se font également une idée. Et vous ne le verrez jamais pour corriger ou pour reprendre. Après, dans un dossier de financement, on voit que ceux qui veulent être financiers, ils font un focus sur, c'est vrai, ceux qui sont un peu plus professionnels sur le marché. Un peu plus professionnels, ils vont parler de ce qu'ils veulent faire, de la vision court, moyen et long terme. Ils vont présenter un business plan. Dans ce business plan, ils vont le dire comme on fait un business plan ordinaire quelque part. Il faut pouvoir rendre dans ce business plan tout ce que vous avez mis en lecture dans le projet. C'est important parce que le banquier, il ne verra que chiffres. C'est important que le banquier soit rassuré sur la transcription en chiffres du projet. Et il va le stresser. Le stresser, ça veut dire que vous allez dire, si on part sur de l'agrobusiness ou quelque chose de ce style-là, moi, je vais produire la première année, je vais produire pour 100 000 tonnes. Quand vous avez présenté le dossier, on était déjà au mois d'avril. Il va faire de l'itinérance. Quand, dans le meilleur des cas, et avec la grâce, vous le sortez au mois de mai ou de juin, vous êtes déjà à mi-chemin. À mi-chemin, il vous faut acheter tout ce que vous avez dit dans le business plan. Vous avez probablement le terrain, mais il vous faut acheter du matos, il vous faut, etc., etc. Vous êtes rendu à presque fin T3. À fin T3, alors que dans votre business plan, vous avez dit que vous faisiez 100 000 tonnes, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Vous êtes ingénieur agronome et donc vous voulez faire de l'agrobusiness. Vous présentez votre projet et dans votre structure, vous êtes seul. Vous avez d'autres gens qui vont vous accompagner, probablement des ouvriers ou des cultivateurs, etc., etc. Mais quand je lis le dossier, je vois que vous êtes seul dans l'administration. Je vais vous remettre 50, 100, 120 millions et je ne sais pas comment vous allez manager les 120 millions. Je ne sais pas si vous avez des notions de management. Je ne sais pas si vous avez des notions de comptabilité. Je ne sais pas si vous avez des états financiers. Donc, tout ça fait que si je mets entre vos mains l'argent, je ne sais pas ce que ça va devenir. Donc, il y a tout un aspect sur lequel la banque voudrait être rassurée. Pas qu'elle n'a pas envie de mettre de l'argent, parce que c'est ça son job. Son job, c'est de vendre de l'argent. Donc, elle a besoin, la banque, de se rassurer que là où je mets les mains qui vont recevoir mon crédit, cet argent, ce sont des mains qui vont pouvoir produire ce qu'on a dit dans le business plan qu'on devait produire, en sorte de pouvoir rembourser à temps et comme il convient. C'est ça le rôle d'un regard lié à un financement. On va s'interroger pour savoir, est-ce que ce financement-là va, in fine, produire ce qu'on attend et pouvoir rembourser le crédit tel que c'est convenu. Et donc, pour ça, on a besoin d'être rassuré. Rassuré par rapport à la partie administrative. Donc, il y a une partie non financière qu'il faut qu'il apparaisse. J'ai fait quelques notions, j'ai quelques notions en management. Je peux driver un comptable ou j'ai un aide comptable ou j'ai un cabinet comptable. Tout ça rassure de la capacité de l'entreprise à absorber les sommes, à rendre fidèlement en entrée et en sortie
les sommes qui lui sont allouées et, in fine, à produire un état financier qui rend compte de l'activité en termes de chiffres. Parce qu'un an après, on va se revoir. Si je vous ai accordé le crédit, pour vous dire alors comment ça se passe. Et c'est pas, je ne m'attends pas à avoir des mots. C'est vrai, vous allez m'expliquer. Fine. Mais j'ai besoin que cette explication soit conforme à l'état financier que vous allez me présenter en sorte que je puisse en fait faire équivaloir que ce que vous m'aviez dit en business plan continue à prospérer. En tout cas, vous êtes dans les prévisions ou vous avez dépassé les provisions ou alors vous n'y êtes pas. Et comment on fait pour vous aider à y arriver avant que les choses ne se gâtent? Le rôle de la banque, c'est de faire en sorte que les choses ne se gâtent pas. Ou en tout cas, si je perçois que les choses devraient se gâter, je préférerais vous dire je ne peux pas vous financer parce que je sais où vous allez, que de vous donner un financement, même si vous avez mis derrière des garanties qui sont juste exceptionnelles et extraordinaires. Je ne suis pas vendeur de garantie, je ne suis pas vendeur de maison, je ne suis pas vendeur d'immobilier, je ne suis pas vendeur de… Donc, ça ne m'intéresse pas a priori ce que vous mettez derrière pour dire j'ai une garantie. En général, quand les dossiers sont posés, on a juste idée de penser que la banque va me demander des garanties. Oui, c'est normal, parce que derrière, on gère un risque. Et ce risque, il faut le prévoir. Il faut le prévenir, il faut le prévoir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la première vision du banquier, c'est de voir dans quelle mesure vous avez la capacité de rembourser ce qu'il vous a prêté à temps et comme il convient. Donc, ce que vous mettez dans le dossier de financement a son importance. Le projet, causer, communiquer, expliquer, convaincu. Le business plan, stressé parfois et réaliste, parce que c'est vrai, on a beaucoup d'ambition, on a de la volonté, on a du cœur, on sait que ça va marcher, mais donnons-nous en fait ce stress-là de pouvoir se dire, bon, il peut arriver des aléas. Donc, je vais, un temps soit peu, me donner un peu d'air. Ensuite, donnons-nous la structure qu'il faut pour rassurer celui vers qui on va. Celui vers qui on va, qui est la banque, a besoin d'absorber un projet et a besoin d'absorber du chiffre. Donc, la retranscription de ton activité par des chiffres. Et c'est ce qu'on appelle les états financiers. Et ça permet de pouvoir rassurer celui qui veut prêter. Alors, il y a à mon sens, après je laisserai poser des questions parce que je pense ça va susciter des questions. Il y a à mon sens un certain nombre de dispositions. C'est vrai, il y a des institutions qui sont prêtes à financer et qui ont mis des billes, des bailleurs, etc. Mais il y a des institutions ici qui ont été mises en place et qui, je pense, ne jouent pas assez leur rôle ou en tout cas, on ne leur a pas prêté le soin de jouer suffisamment leur rôle. C'est le cas, par exemple, de l'ADPME qui a un projet ou un programme de labellisation des PME. Ça vient donner un cachet exceptionnel à l'entreprise qui vient demander un financement. Ça veut dire qu'ils auront fait tout un parcours avec la PME pour lui permettre d'acquérir l'ensemble des notions, l'ensemble des informations non financières qui rassurent la banque. Et ils labellisent à la sortie donc, de ce parcours-là, de ce programme, ils labellisent l'entreprise pour bien habiller la mariée en sorte qu'elle soit disposée et disponible au financement de la banque. Ça rassure. Parce qu'il y a tout un programme, y compris tout ce qu'ils ont compris de ce que je viens de libérer, donc les états financiers, le point à faire, etc. Il y a tout un accompagnement qui est fait et qui vient rassurer la banque. Mais stricto sensu, comme ça, je lisais dernièrement un ami qui écrivait pour dire que les banques ne financeront jamais les PME. C'est pas ça. Il faut un regard, à mon sens, il faut un regard 360. Comment on fait pour améliorer la mariée PME pour qu'elle soit éligible? Comment on fait pour que la banque puisse trouver également des éléments qui lui permettent, au vu de toutes les dispositions prudentielles, comment on fait pour permettre à la banque de pouvoir trouver des éléments tangibles pour financer?
Ensuite, dans l'activité, comment on se donne les moyens de pouvoir rembourser ce qu'on a pris, parce que ça aussi, ça joue. Quand on a prêté au cours d'une année une centaine, voire un peu plus de PME et qui, au bout d'un an, s'essouffle. C'est vrai, la banque a tendance à lever le pied. A tendance à lever le pied parce que simplement, on a fait confiance à des dossiers de financement qui finalement n'ont pas abouti pour X raisons, parce que simplement, c'est tout cet accompagnement, tout ce suivi, tout ce dont je viens de parler, bon, on l'a regardé en se disant, bon, ça va aller, c'est un ingénieur agronome, il va faire, il a la compétence, il a la technique, mais il n'a pas le management de l'argent. Il n'a pas de comptable, il n'a pas d'aide comptable. Donc, l'argent, finalement, entrée-sortie, il n'en a pas la notion. Donc, tous ces aspects non financiers qui ne sont pas pris en compte, eh ben, la barque, elle commence à couler tranquillement. Pour finir, je vais donner juste un petit témoignage d'une entreprise qui était dans la pêche et qui avait été financée pour aller à la berge, donc à Rufisque, avec les pêcheurs, et donc qui achetaient du poisson donc directement au niveau des pêcheurs, conditionné, etc., et envoyé en Europe. Alors jusque-là, il avait respecté le deal, business plan, etc. C'était formidable, c'était bien, c'était tout ce qu'on voulait. Et pendant 2 ans, il a respecté le deal et il a commencé à progresser. La 3e année, il s'est dit, bon, je reviens vers la banque pour demander un financement pour essayer de grossir un peu. Rien de plus normal. Tout ça, c'est OK. Et il a demandé un financement au vu de son historique, donc de remboursement de crédit, de remboursement de ligne de fonctionnement qu'on lui avait octroyé. Donc, il avait suffisamment démontré sa capacité à faire et on lui a octroyé le crédit, malgré un peu quelques 2 ou 3 petites choses sur lesquelles on a fermé les yeux au vu de son historique. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet argent, en lieu et place d'acheter plus de poissons et de faire, là où il faisait un envoi ou 2 par semaine, d'en faire 4, 5 ou 6 par semaine et de gagner un peu plus. Il s'est dit non, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 3 barques et je vais louer je vais payer en fait des pêcheurs et ils vont aller pêcher pour moi. Et donc, tout le poisson qu'ils vont ramener, évidemment, ce sera pour moi. Et sauf qu'il ne sait pas qu'en haute mer, il y a un très, très grand business qui se passe. Et donc, les gens revenaient avec ces barques et du poisson, qui d'abord, un certain nombre qui n'arrivaient pas à vendre, et 2, moins de poissons qu'il n'en achetait quand il attendait le retour au niveau de la berge. Moralité, détournement donc d'objectifs, et on voit les chiffres, puisqu'il a fait un financement, donc l'amortissement est un peu plus corsé, donc il a un peu plus d'amortissement à payer, et il est encore sur du 1, 2 envois par semaine. Donc, il n'arrive plus à payer son apport parce qu'il a pris donc, du financement qui avait été fait pour augmenter ou développer son fonds de commerce pour aller faire autre chose. Ça, c'est un grand mal des PME. Parce qu'on se dit, notre développement va passer par-ci, par-là, donc je vais demander au banquier telle chose, mais je vais aller le faire de telle manière. Il a coulé, simple. Au bout de 8 mois, quand on a demandé les états financiers, etc., on a cherché à comprendre où était passé le crédit, qu'est-ce qu'il en a fait, etc. Donc, il a essayé assez honnête pour nous dire ce qu'il avait imaginé comme projet après qu'on lui ait donné le crédit. Et que bon, ça n'a pas marché, les barques sont là, les mecs ne veulent plus, enfin bref, il y a eu tout un tas d'histoires. Et donc, il finit par aller en faillite, simplement parce qu'il n'a pas respecté les règles du financement, du business plan, de son projet de développement, du fonds de commerce qu'il avait déjà là. Et donc, tout cela pour dire qu'il faut aussi
pouvoir se donner les moyens d'avoir un objectif clair. Parce que quoi qu'il en soit, quand on a étudié un dossier, quand on a vu en fait la faisabilité, si effectivement il nous avait dit qu'il comptait acheter des barques pour faire telle chose, on aurait peut-être pu l'accompagner d'une autre manière que telle qu'il l'a souhaité pour augmenter son fonds de commerce, parce que ce n'est pas les mêmes choses. Ici, c'est de l'investissement qui a son chemin, son bonhomme de chemin en amortissement, etc. Là-bas, c'est du fonctionnement, c'est du fonds de commerce, c'est du BFR, etc., etc. Voilà un peu ce que je voulais déjà en introduction. Et puis, je préfère, comme je l'ai dit au début, qu'on essaye d'interagir. Vous avez probablement des problématiques plus axées sur des choses précises pour que je tente d'y apporter une vision, en tout cas, vous aider à mieux comprendre ou alors à passer le cap. Merci Pierre, vous avez été très clair en ce qui concerne le financement sur l'Open Bank. Je rappelle à l'audience que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi lever la main pour que j'active votre micro pour que vous puissiez interagir avec Pierre. Pierre, j'ai une première question. Voilà. Je vous ai entendu dire que la banque vend de l'argent, la banque n'a pas d'intérêt à ne pas financer un projet viable. Je prends le cas de deux étudiants qui ont fait des études, qui ont soit une licence ou un master. Voilà. L'un est dans le domaine du management, l'autre est financier. Ils montent un projet viable avec des résultats chiffrés. Ils viennent à la banque s'aperçoit que le dossier est viable, franchement, ça tient la route, mais quand même qui demande des garanties. Là, est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser sur le profil que finance la banque? Au moment où, par exemple, aux États-Unis, par exemple, ils font des pré-études. Voilà. Tout le monde sait qu'un projet viable, c'est-à-dire financer des études est beaucoup plus improbable que financer un projet viable. Je prends le cas, par exemple, de Barack Obama qui a fini de payer son prêt étudiant quand il était président. Voilà. J'aimerais franchement avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la banque finance un type ou des types de profils bien déterminés? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le profil du demandeur ou des demandeurs est important pour savoir à qui on a affaire. On a affaire à un technique, on a affaire à un comptable, on a affaire à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui a priori a une idée et voudrait aujourd'hui, si je veux monter une structure d'agro-business, je vais à la banque, c'est vrai, on va me regarder 2 fois parce que j'ai un profil qui n'a rien de technique. Par contre, si dans mon équipe, j'ai un ingénieur agronome, je dis, bon, c'est mon directeur d'exploitation, etc., ça rassure la banque qu'il y a au moins une compétence à l'intérieur de la boutique qui peut faire les choses. Alors, par rapport à cela, je veux dire, l'institution financière va regarder, en fait, derrière ce qu'on peut faire avec cette catégorie de personnes. Étudiants, en fait, ça a une connotation encore de personnes qui se cherchent. D'accord? Je n'aurais pas, moi, conseillé à ce que dans le dossier, qu'on parle d'étudiants. J'aurais conseillé à ce qu'on parle d'entrepreneurs. Parce qu'entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu as fini tes études ou ça ne veut pas dire que tu es encore en études. Tu es un entrepreneur. Tu veux faire quelque chose. Et d'ailleurs, pendant qu'on était en train de faire, après le bac, on a quand même fait de petits commerces. Tu vois, on a fait de petits commerces. On a acheté des trucs en ballot, etc., pour les revendre à des copains, à des gens qui étaient avec nous. Donc, mais je veux dire, si effectivement le projet est viable, s'ils ont eu de l'expérience là-dessus, il ne faut pas que j'arrive en disant, je suis étudiant. Non, je suis entrepreneur, simple. Je suis entrepreneur et je veux développer une chose. Il y a des gens qui viennent, qui ont 0 niveau d'université ou d'école, mais qui viennent en fait avec un projet et qui posent le projet. Après, on a parlé de garantie. Pour moi, la garantie ne fait pas le crédit. C'est clair.
C'est-à-dire, je ne suis pas vendeur de garantie, quelle que soit la garantie que tu peux me proposer. Par contre, je leur aurais conseillé d'enclencher un système, ou en tout cas de parler ou de matérialiser un système qui va les amener à être autonomes dans la garantie qu'ils peuvent faire. Je m'explique. Il y a en fait des structures qui s'occupent de garantir un certain nombre de choses, FONGIP, etc., AFD, nanana. Donc, ils ont des programmes pour ça et on peut les consulter pour ça. Mais quand moi, j'arrive avec un projet, j'aime à dire que dans mon projet, le bénéfice que je vais avoir, l'argent, le PNB que je vais avoir, il y a une partie qui va représenter de l'amortissement, mais je fais en fait ressortir une partie d'épargne. C'est un conseil. Quand je dis je gagne 10, j'ai 7 à remettre dans le commerce, j'ai 3 que je gagne en marge, et dans les 3, je vis avec 1, j'épargne 2 ou vice-versa. Ça rassure de la capacité, de la compréhension que l'entrepreneur a du résultat qu'il a en bas de page. Et ça, pendant que j'ai accompagné des PME, des TPE, je leur ai demandé, j'ai demandé aux gestionnaires de discuter avec l'entrepreneur pour lui demander est-ce qu'il n'a pas besoin de faire de l'épargne simple. C'est 50 000 par mois, c'est 1 million par mois, c'est 300 000 par mois. Déjà, sur 12 mois, tu t'es constitué quelque chose. Sur 24 mois, tu as commencé à grossir. Demain, tu as la capacité d'acheter peut-être un terrain, un bien, etc., que tu peux ramener en garantie pour rassurer la banque ou mettre juste un DAT. Pour dire, bon, gardez-moi l'argent sur 1 an et cet argent gardé sur 1 an, on te rémunère. Et donc, il vient en cash collatéral du crédit qui t'a été accordé. Et ça rassure la banque. Ça rassure de ta capacité à voir que dans ce que tu gagnes, tu n'absorbes pas tout. Tu as une partie que tu épargnes en vue de te constituer un matelas qui permet soit d'aller de façon autonome, tout seul, parce que tu t'es constitué un matelas, ou alors de rassurer la banque dans ta capacité à produire une garantie, qui, encore une fois, ne fait pas la validation du crédit. D'accord. Donc, concrètement, il arrive que vous financiez des étudiants sortants sans garantie. Est-ce que ça arrive? Alors, sans garantie, ce n'est pas possible. En tout cas, dans l'environnement actuel. Je dois dire, allons vers FONGIP. Allons vers des structures de garantie. Pourquoi pas? Il y a des structures qui ont été mises en place pour garantir. Il y a tout un programme. Si tu me dis, je suis sorti de l'école vétérinaire, je veux ouvrir en fait un cabinet, je suis sorti de l'école des pharmaciens ou de l'université pour la pharmacie, la médecine, etc. Ça, ce sont des métiers où la banque, effectivement, oui, peut faire confiance, sans garantie. Mais je suis sorti, j'ai une maîtrise en économie. Oui, après. Si tu ne poses pas un projet, ça va être difficile. N'oublie pas que ce que je disais tout à l'heure, la vision de la banque, elle n'est pas d'abord sur la garantie. Elle est d'abord sur ta capacité à rembourser. Et pour rassurer cette capacité à rembourser, elle va se prémunir d'un éventuel défaut. Elle va prendre une garantie. Et il y a des structures pour ça. Il y a des structures qui garantissent. Et donc, allons vers ces structures-là pour justement conforter notre dossier et qu'on n'ait pas en fait un dossier qui marche à 2 pieds ou à 3 pieds alors qu'il devrait marcher à 4 pieds. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a des questions. Mm-hmm. Je ne sais pas, est-ce que tu vois la section questions-réponses ou bien je lis pour toi? Alors, la section question Q et R. Yes, j'en vois 6. Oui, il y a un monsieur Bill. Combien coûte? Ouais. Voilà. Je lis ici, combien coûte un prêt en dehors des intérêts? Quels sont les frais à anticiper sur un prêt de 100 millions sur 2 ans? Bon. Donc, il y a Bill. Mon ami déjà, Bill, en fait,
qui a posé 6 Pardon. questions. Déjà, ça commence par 3,5% sont réservés à la Banque centrale. Plus haut. Pardon. Oui, 3,5 sont réservés à la Banque centrale. Les PME payent entre 17 et 21%. Où va le reste? OK. Oui. Alors, il faut savoir que, comme dans tout commerce, le prix de revient, c'est le coût d'achat plus la marge. Ça, on l'a appris en arithmétique et c'est valable aussi ici, dans la banque. La banque, c'est du commerce. C'est du commerce d'argent. Donc, c'est aussi simple que ça. Si éventuellement le coût de l'argent est à 3,5, il appartient maintenant, ça c'est le coût d'achat. Il appartient à chaque banque de mettre sa marge et de vendre. Comme tu peux acheter le pot de lait, de Bridel ou de machin ou de Chouette, ils n'ont pas les mêmes prix. Ce qui se passe, c'est que ce dont tu parles là, à 17% et 21%, ce sont les IMF, donc les instituts de microfinance, qui peuvent aller jusqu'à ces niveaux-là. Les banques ne peuvent pas aller jusqu'à ce niveau-là. Ils ont un taux d'usure qui avoisine 14-15%. Donc, ils ne peuvent pas dépasser ce taux d'usure. Et après, maintenant, dépendant du risque, il faut savoir que dans la constitution d'un pricing, on tient en compte le coût d'achat, que je viens de dire, on tient en compte la marge et on tient en compte le risque que je prends. Plus le risque est élevé, et plus, en fait, la banque va te demander des intérêts qui peuvent équivaloir au risque qu'il prend. C'est ça, en fait, la constitution du pricing. Et donc, ces IMF-là qui ne demandent pas beaucoup de garanties, voire qui ne demandent même pas du tout de garantie, ils prennent un gros risque. Un risque qui te prête de l'argent, tu te barres, qu'ils prêtent de l'argent, tu fais faillite, qu'ils prêtent de l'argent, etc. Donc, ils prennent un gros risque et c'est ce gros risque-là qu'ils matérialisent d'une manière ou d'une autre. J'espère avoir répondu à cette première question. Donc, si on a un projet, on n'a pas encore d'état financier, on n'a pas forcément de biens pour garantir un prêt, c'est sans espoir dans ce cas. Si on a un projet, j'ai recommandé Bill, quand on a un projet et qu'on veut y démarrer, l'État du Sénégal a mis en place, je fais la promotion de ce truc-là parce que je pense que cette agence a un rôle à jouer pour ceux qui veulent démarrer, ceux qui ambitionnent en fait vraiment. La DPME est là justement, je l'ai dit tout à l'heure, pour labelliser. Ça veut dire, j'ai un projet, je n'ai pas encore d'état financier, mais dans le circuit de la labellisation, il intègre en fait des structures comptables pour pouvoir te permettre d'avoir des états financiers. Parce que quoi qu'on puisse dire, tu vas à la banque a besoin de savoir comment se matérialise en termes financiers l'activité dont tu lui parles. Donc, on en a besoin. La banque en a besoin. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Donc, cet état financier-là, il est important. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire pour les PME, ce n'est pas obligatoire pour une certaine frange d'entreprise, mais on a affaire en face à des gens qui sont régulés par la Banque centrale, à des gens à qui la Banque centrale impose un certain nombre d'obligations. Donc, ils vont être eux-mêmes pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec le régulateur qui peut leur coller des pénalités. Il faut qu'ils aient des éléments probants pour que quand la commission bancaire passe pour dire ce crédit-là, comment est-ce que c'est arrivé, comment on l'a financé, quel est le fond là-dessus, qu'ils puissent présenter des choses probantes. Donc, on n'a pas forcément de biens pour garantir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Montrons à la banque, après qu'on s'est fait labelliser, et ça, je pense que la DPME a tout ce qu'il faut, après qu'on se soit fait labelliser, montrons à la banque ce qu'on a l'ambition d'eux. Ça veut dire, le projet, il est viable, il est accompagné. Ce projet-là a un certain nombre il est dans une filière, en fait, porteur, etc. Donc, la banque va la regarder d'une certaine manière. Et donc, quand on arrive en se disant, OK, je n'ai peut-être pas de garantie, mais si je n'ai peut-être pas de garantie, je vais commencer petit. Je ne vais pas demander 25 millions ou 30 millions ou 100 millions sans garantie. Ce n'est juste pas possible. Donc, il faut savoir également être réaliste dans son business plan. Et dans l'accompagnement qui est fait, commencer à pouvoir, en fait, épargner. Commencer à pouvoir épargner, à montrer à la banque que ma marge, elle est de 3. J'accepte, en fait, de vivre avec 1 et d'épargner sur 2 en vue de constituer une garantie future dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui me permettra de venir le mettre en face de futurs prêts que je pourrais avoir. C'est
une solution que je te propose parmi tant d'autres. L'autre, c'est de dire, allons vers des structures qui ont la capacité, qui ont été mises en place par le gouvernement pour garantir. Allons vers ces structures-là, faisons-nous garantir par ces structures-là, et je pense que la banque reconnaît ces structures-là pour les fonds GIP, etc., l'AFD sur un certain nombre de lignes comme la ligne verte, etc., donc pour pouvoir venir soutenir notre demande de prêt. Quel est le délai type entre le premier contact avec la banque et la réception de l'argent sur le compte? Dépendant en fait des explications qu'on peut donner. Dépendant de l'interaction avec le gestionnaire. Il n'y a pas un timing précis. Idéalement, quand le dossier n'est pas lourd, on peut perdre banalement 3 semaines, 1 mois, parce qu'il y a tout un circuit, il y a un comité qu'il faut qu'ils se réunissent, etc. Donc, il y a des acteurs qu'il faut qu'ils voient le dossier. Mais il n'y a pas de délai type entre le premier contact et le moment où on met de l'argent. Ce n'est pas aussi automatique, parce que ce sont des hommes avec leur expertise qui étudient et qui analysent. On ne le met pas dans une machine, on dit 1 + 1 = 2, ça sort vert et puis on libère. Non, ce sont des hommes qui étudient, qui regardent en fait les risques, qui posent des questions, qui veulent comprendre, qui entrent dans la peau de l'entrepreneur pour savoir de quoi ça retourne, qui vont regarder les qualifications, les compétences, qui vont stresser le business plan, qui vont regarder le plan de trésorerie pour justement dire, OK, je suis confortable, j'ai toutes les garanties qu'il faut, je peux y aller. Quelles sont les banques qui ont un service solide, TPE, PME au Sénégal et dans les pays voisins? Alors, toutes les banques se cherchent. Sur la frange des TPE, PME, toutes les banques se cherchent. Les banques ont essuyé d'énormes risques, ils sont dans des recouvrements, etc., etc. Je crois que dans les portefeuilles, il y a pas moins de 60, voire 70% de recouvrement sur les portefeuilles TPE, PME. Peut-être parce que ce n'est pas suffisamment accompagné. Peut-être que la première partie dont je parle, non financière, pardon, la première partie non financière n'est pas suffisamment assurée pour pouvoir permettre à l'entrepreneur d'avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des éléments qu'il faut justement pour se prémunir de faillite en dehors de son expertise terrain. Peut-être que le dossier n'a pas suffisamment été posé, peut-être que les analystes ne se sont pas suffisamment penchés, mais toujours est-il qu'à aujourd'hui, il y a en fait un réel problème et tout le monde le reconnaît et tout le monde cherche à solutionner ce problème. À mon humble avis, pour avoir mis en place un programme pour aider les TPE et les PME, à mon avis, il y a à construire un circuit non financier et pour amener en fait l'entreprise à pouvoir être dans l'éligibilité d'un financement bancaire et à pouvoir se faire financer sur la base de comment est-ce que on la présente, comment on l'accompagne mensuellement et pour pouvoir lui permettre un développement constant. Si les banques ne financent pas les PME, ce qui est indiscutable, c'est donc de la faute des PME, les taux ne seraient pas… Non, je n'ai jamais dit que ce n'était pas des PME, ce n'était pas la faute des PME, non. Nous avons en fait une structuration et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut en fait une vision 360. Une vision 360, c'est de se poser, moi PME, la question de qu'est-ce que je peux apporter. Pas juste un projet, pas juste des idées, pas juste etc. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Quelle garantie moi-même je peux donner? Ensuite, il y a du côté de la banque un peu plus de souplesse, un peu plus de regard, etc. Qu'est-ce qui fait que la banque soit rassurée du fait que cette PME-là, elle peut être financée et prendre le risque de financer des PME. Je parlais tout à l'heure donc de tous ces PME-là qui sont en défaut dans les banques. Ensuite, au niveau de l'État, au niveau de la Banque centrale, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger les choses en sorte que les PME entrent dans ce tissu économique et puissent être financées? Aujourd'hui, les institutions étatiques sont en train de créer des choses qui permettent, qui sont moins lourdes que la banque et qui permettent de financer. C'est une facette, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire en 360, inviter l'ensemble des acteurs donc à s'asseoir autour d'une table et ne pas pointer du doigt la PME ou ne pas pointer du doigt juste la banque ou les textes qui demandent à la banque d'être dans des ratios prudentiels
des textes de la Banque centrale. Il faut que chacun puisse jouer son rôle, chacun puisse alléger un tant soit peu pour que le financement puisse être un peu plus facile à accepter par les banques, un peu plus facile à être posé par les PME et un peu plus facile à être financé par ces institutions financières. Je finis avec un dernier. Combien coûte un prêt en dehors des intérêts? Quels sont les frais à anticiper sur un prêt de 100 millions sur 2 ans? Ce sont en fait des questions qui appartiennent spécifiquement aux banques. Tu ne peux pas donner une généralité. Comme je dis, c'est du commerce. Tu vas dans un supermarché, tu achètes ton pot de lait à 670 francs, tu vas chez le boutiquier du coin, tu l'achètes à 500 francs. Les coûts de structure ne sont pas les mêmes. La structuration n'est pas la même. Donc, tu ne peux pas répondre en fait d'une manière globale. Retiens que dans un prêt, il y a le coût de l'argent, il y a en fait la marge de la banque, il y a le risque à prendre en compte. Et c'est ça qui fait que ici, on va te proposer tel pourcentage, là-bas, on va te proposer un autre pourcentage. Et dépendamment de ce que tu veux faire et de là où tu veux atterrir, tu te donnes les moyens aussi. Ce n'est pas juste je prends un financement et de ce financement-là, je veux faire du moindre, etc. Non. C'est qu'il faut le prendre là où il faut le prendre et il faut le prendre en fait en connaissance de cause dans un business plan posé et qui te permet d'avoir les revenus qu'il faut pour amorcer l'amortissement donc en paiement de ces dettes. Et Pierre, si on restait un peu sur les intérêts, paraît-il que vous ne pouvez pas, les banques ne peuvent pas dépasser 15% d'intérêt pour un prêt. Le taux d'usure, oui. Oui, ça c'est un. Aussi, j'ai entendu dire qu'il y a ce qu'on appelle le taux nominal et le taux TEG, taux quelque chose global, voilà, qui paraît-il que les banques ne les mettent pas dans les dossiers annexes ou bien le font de façon implicite à ce que le bénéficiaire par la suite est surpris, voilà, du taux au final. Le bénéficiaire ne devrait pas être surpris parce que simplement, il a un business plan. Et dans ce business plan, le coût de l'amortissement y est. Il sait exactement. Donc, ce qu'il y a à demander à la banque, c'est à la fin de la journée, combien je paye. C'est-à-dire taux nominal, taux TEG, taux ci, taux là. Ce n'est pas ce qui intéresse. Ce qui intéresse la PME, c'est de dire combien tu débites mon compte à la fin de la journée. Et il te dit, c'est 10 francs, c'est 15 francs, c'est 25 francs, etc. Donc, mais dans les dossiers, normalement, si c'est fait normalement, dans les dossiers de prêt et dans les contrats à signer, dans l'ensemble des dossiers, tu dois réclamer le tableau d'amortissement. Dans ce tableau d'amortissement, tu as effectivement l'amortissement normal. Tu as tout ce qui va avec. Donc, s'il y a pris des assurances, tu verras apparaître les assurances. S'il y a d'autres sujets à l'intérieur, tu les verras, ces sujets-là, dépendamment de la structuration de chaque banque ou de chaque institution financière pour parler globalement. Mais l'idée, c'est de dire à son banquier combien tu me débites à la fin du mois en termes d'amortissement. Il te dira, c'est tant que je te débite. Parfait. Il y a des questions. Bon, il y a la question de Rosine qui pose. C'est dans la section discussion. Je lis pour vous ou bien vous voulez lire? Non, vas-y. Elle dit peut-être que je suis hors sujet, mais quelle garantie pour un prêt immobilier pour un jeune entrepreneur, prêt local, voilà, prêt construction de domicile? Ah, donc on sort des PME, on va chez les particuliers. Alors, elle parle de quoi? De taux d'intérêt, c'est ça? Bon. Je te suggère d'appuyer sur le bouton discussion pour mieux comprendre son intervention. Tu vois? Alors, discussion. Voilà, de Rosine. Vous voyez un peu? Je pourrais lire pour vous, mais pour des soucis de clarté, des fois la ponctuation est très intéressante dans la compréhension des phrases. Alors, je n'ai pas de discussion ici. Je regarde là-haut. En bas de votre écran.
Alors, j'ai bien vu Rosine, mais je ne vois pas le… D'accord, donc c'est pas grave, je relais pour vous. Elle dit, peut-être que je suis hors sujet, mais quelle garantie pour un prêt immobilier pour un jeune entrepreneur? Point d'interrogation, prêt local, point d'interrogation, prêt construction de domicile, point d'interrogation. Alors, un jeune entrepreneur qui a donc une entreprise et une entreprise qui rémunère l'entrepreneur. Donc, tu as plusieurs choses. Parce que ce que la banque va regarder, c'est qu'est-ce que l'entrepreneur a de façon récurrente et qui tombe dans le compte ou qui peut tomber dans le compte sans effort. Type le salaire. D'accord. D'accord? Si elle était salariée, si Rosine était salariée d'une boîte, on sait qu'elle est en contrat à durée indéterminée. D'accord? Et donc, en contrat à durée indéterminée, elle a un salaire qui tombe et on calculerait sur le prêt immobilier qu'on souhaite lui faire, on calculerait et pour voir qu'effectivement, tous les mois, elle va recevoir dans ce compte son salaire et son salaire sera automatiquement débité de l'amortissement, etc., etc. Elle dit qu'elle est entrepreneur. Ça veut dire qu'elle a une structure et cette structure-là gagne de l'argent. Il faut que la question qu'elle se la pose, quelle garantie de rémunération régulière je peux donner à la banque pour dire, si tu me fais un prêt et que ce prêt-là, l'amortissement est de 100 000 francs par mois, quelle garantie elle peut donner à la banque pour pouvoir faire tomber tous les mois 100 000 francs pour résorber l'amortissement? D'accord. Il y a une autre question. Alors, pour une ligne de crédit de 1 milliard, combien de temps la banque a besoin? Voilà. Donc, pour une ligne de crédit de 1 milliard, combien de temps la banque a besoin pour la validation si tous les documents demandés ont été fournis? Alors, il enchaîne en disant, en termes de garantie État, en termes de garantie État, SONAC, FONGIP, etc., peut garantir un marché d'État pour avoir une garantie solide pour la banque. Est-ce qu'on ne va pas se concentrer sur la première question d'abord, ou bien vous avez bien saisi? Oui. En fait, pour une ligne de crédit de 1 milliard, combien de temps la banque a besoin pour la validation si tous les documents demandés ont été fournis? Ah, ouais, merci. Alors, mon cher Norbert, 1 milliard, ce n'est pas 100 000 francs d'aide. 1 milliard, c'est suffisamment lourd pour que la banque puisse se donner l'ensemble des moyens d'étudier tout ce qu'il faut étudier pour pouvoir octroyer le crédit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça dépend de l'objet. 1 milliard en BFR, ce n'est pas 1 milliard d'investissement. Donc, parce que s'il faut de l'investissement, il faut qu'on regarde le matériel, il faut qu'on voit en fait derrière ce à quoi il va servir, il faut qu'on regarde le business plan, il faut qu'on regarde en fait l'ensemble des éléments. J'ai très peu d'éléments pour te répondre, mais en principe, si tous les documents ont été fournis, alors tous les documents, c'est peut-être toi qui dis j'ai fourni tous les documents, mais est-ce que c'est du côté banque où on dit qu'on a fourni tous les documents? Parce qu'effectivement, tu peux estimer, mon cher Norbert, que tu as donné tous les documents et que ces documents-là ne soient pas suffisants pour la banque. Donc, on va étudier. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas, en fait, on ne fait pas 1 + 1 = 2, le truc, il est vert, on finance. Ce sont des hommes et des femmes qui étudient. Des gens qui sont là, en front, que vous voyez, à qui vous avez expliqué la chose pour avoir un prêt d'1 milliard, et vous avez des gens qui sont dans l'ombre. Donc, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines si vous avez un historique déjà dans la banque. Si vous n'avez jamais eu d'historique dans la banque, les gens vont aller plus en profondeur et ils vont demander derrière des garanties, parce qu'1 milliard, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas 100 000 francs.
ils vont demander probablement des garanties, ils vont voir la capacité à rembourser, ils vont voir le business plan, ils vont voir l'objet, etc., etc. Donc, pour moi, j'ai très peu d'éléments pour te répondre, mais si tu veux, on peut, off-site, on peut regarder, pourrais te conseiller de regarder là-dessus, mais la durée, elle dépend vraiment, honnêtement, de chaque banque. Elle dépend de chaque banque, elle dépend du montant sollicité, elle dépend des documents donnés, elle dépend des questions à poser, elle dépend de l'objet de la chose, elle dépend de tellement de paramètres que je ne peux pas dire a priori, voilà, c'est 10 jours ou c'est 20 jours. Ensuite, je vois en termes de garantie, État, Sonac, Fongib, etc. L'État peut garantir un marché d'État pour avoir une garantie solide pour la banque. Oui, l'État peut garantir. Et généralement, quand dans les grands dossiers de l'État, l'État garantit derrière. Mais après, ça dépend de ce que tu fais avec l'État. Est-ce que c'est un marché de l'État que tu as pris ou dans la discussion, et là aussi c'est important de pouvoir se dire, l'État du Sénégal me confie un marché, par exemple, d'1 milliard. 1 milliard, ce n'est pas 100 000 francs. Dans la négociation avec l'État, il faudrait que tu puisses aussi te retourner vers l'État, donc en l'occurrence le ministère des Finances, pour garantir derrière ce que l'État t'a confié. Garantir, ça veut dire qu'en cas de défaut, l'État pourrait se substituer à toi. Parce qu'on ne trouvera jamais une garantie à hauteur d'1 milliard. D'accord? Après, je pense aussi que dépendant, je lis là que c'est pour de la marchandise. Ça dépend aussi de quel type de marchandise, etc. Je pense qu'on peut te donner mes coordonnées et on pourra s'appeler pour que je puisse t'aider, t'aiguillonner éventuellement et te donner éventuellement des clés pour que tu puisses réussir ce financement. C'est très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres questions? Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Il y a Robert qui vous remercie. OK. Donc, je vous laisse ajouter des compléments si vous voulez. Au cas contraire, je vous laisse le mot de la fin. Voilà. Vous pouvez faire la promotion d'un service si vous voulez. OK. OK. Alors, ce que je tiens à rajouter, c'est malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce que vous pouvez vivre en tant que PME souhaitant se faire financer par une banque, etc., ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Donnons-nous le soin. Je dis donnons-nous parce qu'il y a plein d'acteurs qui veulent faire en sorte que les PME sortent la tête de l'eau, qu'ils aient en fait une trajectoire, et c'est bénéfique pour le développement du pays. Hein. Donnons-nous les moyens d'offrir à ceux qui veulent nous financer une clarté, une transparence qui fait qu'ils puissent nous financer. Je pense qu'il y a de très bonnes pratiques. Je pense qu'il y a des structures, j'ai parlé de beaucoup de structures qui sont là pour aider. Je pense qu'il y a de la matière à faire. Je pense qu'il y a en fait de la compétence en matière de RH, en matière de management, en tout cas dans tout ce qui est non financier. Je pense qu'il nous faut, avec tout cela, démontrer de la capacité à évaluer la PME pour qu'elle soit une mariée prête à pouvoir être financée par une banque. Le business plan, c'est une chose. Sa réalité, c'est une chose. Son stress, c'est une chose. Son fondement, c'est une chose. Mais quand on a dit tout ça, on est en face, en fait, d'une structure qui a besoin de transcrire ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a dit qu'on allait faire en chiffres et de se faire accompagner. Généralement et malheureusement, nos PME oublient cette partie comptable, oublient cette partie état financier, etc. Alors que c'est ça qui les rend quelque part transparents, viables
fiable pour ceux qui veulent financer parce qu'ils voient en chiffres ce que vous leur avez dit que vous faisiez. Si je reprends le cas de mon cher Norbert, si Norbert veut en fait faire du commerce à hauteur d'1 milliard et on ne sait pas en termes de chiffres ce que ce milliard-là, comment ce milliard s'est traduit en achat, en intellectuel peut-être, en machine peut-être, en fonctionnement peut-être, whatever, en marchandises, etc. Comment est-ce que cela s'est transformé autrement? La banque ne peut pas garder cette histoire-là, ne peut pas regarder cette histoire juste parce qu'on l'a écrite. Il faut une transcription. Et une transcription, ce sont les états financiers. Donc, j'invite vraiment, au-delà de l'aspect non financier dont j'ai beaucoup parlé, j'invite aussi à prendre conscience qu'il y a une réalité financière à mettre sur la table pour pouvoir s'ouvrir au monde du financement. Après la garantie, tout ça, je pense que l'État du Sénégal a mis suffisamment de structures pour garantir. Il y en a suffisamment. Et au-delà de ça, si vraiment on est une toute petite PME qui n'a pas envie de s'amouracher avec des FONGIP ou avec des SONAC, etc., qu'on se donne les moyens, la bonne volonté de dire, écoute, moi, j'ai 10, les 7 vont retourner en fait en fonds de roulement, les 3, c'est ma marge, j'accepte de vivre avec 1 et j'épargne 2. Et ça, j'en fais la promesse sur 1 an, sur 2 ans, etc. Ça démontre à la banque qu'on a en fait envie de venir dans leur monde et d'aller les chercher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je reste disponible aussi bien en individuel qu'en présentiel, au téléphone ou en présentiel, pour éventuellement, s'il y a d'autres problématiques, pour vous aider à trouver des clés, des solutions, en tout cas vous donner des éléments qui peuvent permettre à ce que vous puissiez être financé et finalement réussir votre rêve d'entrepreneur. Merci Pierre de la clarté. Franchement, vous avez été bien clair sur beaucoup de points. Merci aussi pour la disponibilité. Nous vous remercions de votre temps et de la considération. Toute l'équipe de Creditech vous est reconnaissante. Voilà. Et avec votre permission, on mettra cet enregistrement, cette vidéo sur YouTube pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de se libérer. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous et surtout, ne lâchez pas, ne lâchez surtout pas et bonne chance. Ne lâchez surtout pas. Merci Pierre. Merci franchement. J'en prie.